intérieur. Quelles ont été les phases, les périodes qui ont marqué fondamentalement Mustapha Chilfi, à titre de parcours, depuis ses débuts jusqu'à maintenant? Quelles sont ces périodes qui vous ont marqué? Toute la période, le continuum, c'est l'injustice. Dans un pays, quand il n'y a pas un minimum de justice, un minimum, je dis bien, je ne pense pas à la justice parfaite, elle n'existe nulle part au monde, mais quand il n'y a pas un minimum de justice, ça ne peut déboucher que sur la violence. 88 a été provoqué par ça, fondamentalement par ça. 92, les gens se sont révoltés. 92, n'oubliez pas qu'en 62, les premières législatives algériennes, Abbassi Madani n'avait pas de barbe, il s'est présenté en costume et cravate, je me rappelle très bien de son affiche. Mais c'est un monsieur qui a évolué. Pourquoi? Parce que les Algériens ne recevaient pas leur juste part de justice. L'armée était partout, les gens avaient peur, les gens étaient raptés, kidnappés. Moi je connais des amis à la fac qui ont malheureusement été malmenés par le secret militaire, torturés. 88, regardez ce qui s'est passé, tous ces gens qui ont été tués, 500 personnes mortes, mitraillées à coups de mitrailleuses lourdes. C'est pas possible, il faut de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est que lorsqu'on travaille, on puisse vivre convenablement. Dignement. Dignement, la dignité exactement, qu'on puisse disposer d'un logement, même si ce n'est pas très grand, qu'on puisse disposer d'un moyen de locomotion, même si ce n'est pas une voiture, qu'on puisse avoir un salaire qui permette quand même de s'en sortir, et non pas avec des prix fous. 1 kilo de viande en Algérie coûte 2 jours et quart de travail. C'est comme dire quoi ça? 2 jours et quart pour s'offrir 1 kilo de viande. 15 000 dinars de SMIC pour les travailleurs qui se crèvent à la tâche et 300 000 dinars pour des députés qui n'ont rien d'autre à faire qu'à lever le bras et à dire oui à toutes les propositions et projets de loi. Qui viennent surtout de l'exécutif. Et un président qui gouverne par ordonnance. Le mépris total envers l'Assemblée nationale. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, il n'y a plus moyen de moyenner. Et les gens, écoutez là, ils sont un peu crispés, mais un jour ou l'autre, ils vont finir par exploser parce que la pression sur leurs épaules devient de plus en plus lourde. Comment vous avez vécu, c'est Mustapha, les événements, enfin, la vie politique, la situation du pays qui a post-89, vous avez parlé maintenant des événements de 88, donc de l'injustice, de la faillite politique, de la misère culturelle, du blocage, de l'impasse, n'est-ce pas, qui a conduit le pouvoir lui-même à vouloir faire sa transition par lui-même, n'est-ce pas? Comment vous avez vécu, à titre de journaliste, ce qui s'est passé après 89? Aussi bien cette, entre guillemets, pseudo-ouverture démocratique que ce qui s'est passé après avec la montée de l'islamisme, de l'extrémisme, jusqu'à 91. Moi, personnellement, je n'ai pas été étonné que ce soit le fils qui l'emporte. Je me rappelle dans une réunion de rédaction Algérie Actualité où le directeur général du journal, en l'occurrence Kherdina Meillard, il était persuadé que le fils allait être comme la CDU allemande, un tiers des voix, qu'il allait emporter un tiers des sièges, et que donc les 2 tiers appartiendraient toujours au FLN et que le fils servirait de caution démocratique à un régime qui n'en a pas. Nous étions 3 dans ce journal à dire, ah non, plus, un peu plus, 5 peut-être, dans le journal, à dire non, ça ne va pas se passer comme ça, le fils va cartonner, c'est lui le vainqueur. Le directeur avait été abusé par un rapport des renseignements généraux qui avait prévu que le fils emporterait seulement un tiers des voix. Mais ce parti dont tout le monde se moquait, des gueux, des rats, j'ai entendu tous les qualificatifs, s'est montré beaucoup plus pugnace et plus intelligent que les démocrates tous réunis, qui n'ont pas voté le jour des élections législatives. Mais j'ai vu, parce que j'ai couvert ces élections, je suis parti dans 3 écoles d'Alger, dans une qui se trouvait à côté du journal, rue de la Liberté.
les militants du Fils étaient des militants disciplinés. Ils venaient, ils se pointaient, ils votaient. Ils ramenaient même leur famille. Oui, oui, tout le monde. Il ne manquait pas une voix. Et là, ce serait trop long, parce que je me rappelle de quelque chose qui m'a complètement étonné, il serait trop long de la raconter ici, mais qui prouve que le Fils s'était bien préparé à cette bataille. Le Fils avait un plan de bataille, tandis que nos démocrates, et j'espère qu'on me compte parmi eux, même si on me dénie ce qualificatif, parce que j'étais parmi ceux qui ont dit il faut laisser le processus électoral aller à son terme. Le Fils est un parti légal, vous l'avez convoqué, il a présenté ses candidats, il y a des urnes, il y a des gens qui votent. Vous respectez ça. Mais malheureusement, il y a eu un autre calcul. Donc il y a eu le putsch, encore une fois, le énième putsch. Est-ce que c'est, Mustapha, la raison démocratique, la valeur elle-même en soi, c'est-à-dire la démocratie en tant qu'expression d'une volonté populaire, est la seule qui a animé votre position contre la suspension du processus lui-même, ou bien est-ce que vous avez une vision plus globale de la vie politique algérienne de l'époque? Concernant ce problème, je n'avais pas de vision. C'était de l'arithmétique. Pour moi, c'est de l'arithmétique. J'ai rencontré Boudiaf à Kénitra le 4 janvier 1992. Ah! J'ai rencontré Boudiaf le 4 janvier 1992 à Boudiaf et j'ai réalisé avec lui un entretien. Je lui ai posé 2 ou 3 questions. C'est-à-dire avant même que, en fait, les autres ne l'appellent, n'en fassent appel. Quand j'étais dans le salon avec lui en train de réaliser l'interview, le téléphone dans le couloir sonnait. Ah, ça. Donc il allait là-bas, il s'excusait, il allait, il répondait doucement. J'entendais rien. Donc je ne peux pas vous dire qui a appelé, ce qu'il a dit, j'entendais rien, mais j'ai remarqué que le téléphone sonnait souvent. Bon. Et ensuite, pendant l'entretien, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le processus démocratique? Le processus, c'était le 29. Le 26 décembre. Pardon, oui, le 26 décembre. 91. Moi, je l'ai rencontré le 4 janvier 92. Je lui ai dit, est-ce qu'il faut arrêter le processus? Il me dit, pourquoi arrêter le processus? Et le Fils a gagné, il est normal qu'il gouverne. Et puis d'abord, qui pourrait arrêter le processus? Je lui dis, l'armée. Elle peut faire un putsch. Il me dit, c'est quoi cette armée? C'est une baudruche, il faut la dégonfler. Je lui dis, oui, mais attention, le FLN, il ne va pas laisser sa place, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce FLN? C'est un magma. Donc, à toutes les questions que je lui posais, il me disait, non, il faut les laisser gouverner, l'armée n'a pas à se mêler de ça. Sachant que la position de Boudiaf concernant l'islamisme est claire aussi. Oui, c'est clair dans son esprit, dans sa formation, dans son parcours. Non, ce n'est pas un islamiste. Monsieur qui, comme tous les gens qui pensaient qu'il valait mieux laisser le processus électoral, démocratique, aller en son terme, c'était mieux que de faire encore un putsch parce que nous avons une expérience des putschs. Il ne mène nulle part. Un putsch ne mène nulle part. C'est juste une fuite en avant. On gagne 4, 5, 6 ans, 10 ans. Exactement. Et puis on se fait rattraper par la vérité. Parce que le mensonge... C'est-à-dire on se fait rattraper par une autre violence. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et donc, le 16, le jour où l'entretien paraît dans le Jeudi d'Algérie, le 16, le 16 janvier 92. Oui, c'est ce jour-là qu'il rentre. Et Kamel Belkacem m'appelle au téléphone. Mustapha, oui, mais tu m'as pas dit que Boudiaf rentrait. Mais moi, je ne le savais pas. Tu te fous de ma gueule. Tu me prends pour un imbécile. Tu savais pas que Boudiaf... Mais je t'assure que je ne savais pas. Mais comment ça, tu ne le savais pas? Une question, c'est Mustapha, une question. Oui. Ça serait la question de Kamel Belkacem, mais autrement. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, je ne sais pas, vous, peut-être Mustapha Chilfi, ou peut-être la rédaction, peut-être le red chef ou le directeur du journal, lui-même, Kamel Belkacem, qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir Boudiaf? Vous n'êtes pas allé voir quelqu'un d'autre, vous étiez allé... C'était pas moi qui devais le voir. Initialement, ce n'était pas moi qui devais le voir, c'était Mohamed Beled et Clément Djilali. Eux qui avaient eu l'idée d'aller le voir. Mais pourquoi la raison? Est-ce que vous aviez déjà des informations que comme quoi il pouvait constituer une alternative pour le pouvoir? Non, ces deux journalistes avaient déduit
que l'armée allait devoir chercher quelqu'un qui ait une virginité politique, qui soit propre, qui soit net. Et puis je les voyais à la cafette en train de siroter leur café. Là. Puis je leur dis, vous ne devez pas les rencontrer, Boudiaf? Oui. Oui. On verra Oui, plus tard. Une semaine après, toujours assis à la même table en train de siroter le même café. Mais vous y allez pas? Non, mais non, on attend, oui. Je leur dis, écoutez, Soit, si vous y allez pas, est-ce que moi je peux y aller? Ils me disent, oui, vas-y. Donc il y a Kérimou Djeleli qui me donne l'adresse de Mohamed Boudiaf. à Kenitra, À Kenitra, et le numéro de téléphone, parce que c'est lui qui l'avait contacté, c'est pas moi. Et donc moi je prends l'avion, je grimpe dans l'avion, je débarque à Casa, je l'appelle de Casa, il me dit viens demain, le 4 donc, je l'ai appelé le 3. Le 4 je prends le train jusqu'à Casa et je prends le taxi jusqu'à Kenitra, il m'attend. À 10h, donc moi je cherche la rue Chekib Arslan, parce que c'est l'adresse que j'avais, personne ne connaissait la rue Chekib Arslan. Je me suis adressé à 4 ou 5 personnes, ben, finalement je me suis dit, au lieu de demander la rue Chekib Arslan, je vais demander Mohamed Boudiaf, peut-être que les gens le connaissent. Alors j'arrête quelqu'un, un monsieur avec une djellaba, avec des babouches qui arrivent comme ça, les chérifs, et je lui dis, est-ce que vous connaîtriez par hasard Mohamed Boudiaf? Ah, bien sûr. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il habite? Mais non, il habite là à côté, là. Il m'a conduit à la rue Chekib Arslan, que personne ne connaissait. Mais Mohamed Boudiaf était connu par tout le monde là-bas. Et donc à 10h, pile, j'avais rendez-vous à 10h avec lui, je suis arrivé à 10h moins 5 à peu près. J'ai sonné, il m'a ouvert la porte et nous avons commencé l'entretien. Donc, et c'était comment maintenant, c'est de l'histoire. oui, c'est de l'histoire. Et ce côté-là, on ne le connaît pas. Pour nous, en Algérie, je vais vous le dire franchement, on ne connaît pas quelqu'un d'autre qui avait fait un entretien avant ce qui s'est passé en 92, donc avant l'arrivée de Mohamed Boudiaf, de feu Mohamed Boudiaf à la tête du HCE. On ne connaît pas quelqu'un d'autre qui avait fait un entretien avec lui, autre que Mohamed Abbas, à l'époque du journal Salam. Oui, oui. Il avait publié un entretien, un long entretien sur plusieurs parties. Oui. Donc maintenant, pour nous, on découvre en fait Mustapha Chilfi qu'il avait rencontré un certain 4 janvier 1992. C'était comment le premier contact avec Boudiaf? Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Hein, donc, je ne dis pas ça parce qu'il est mort, parce qu'on a l'habitude De glorifier de glorifier les morts, alors que c'est de leur vivant qu'il faudrait le faire. Non, il était sec. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il répondait du tac au tac. Il était spontané. Il n'avait pas la langue de bois. Je lui posais une question, est-ce qu'il faut arrêter le processus électoral? Et pourquoi donc? Le fils a gagné, il faut laisser gouverner. Est-ce que l'armée, qu'est-ce que c'est que cette armée? C'est une baudruche qu'il faut dégonfler. Le FLN, quoi le FLN? C'est un magma, tac. C'était un jeu de tennis, il était rapide sur la balle, et puis ses reprises étaient foudroyantes. D'ailleurs, l'entretien n'a eu aucun écho en Algérie. Il est passé inaperçu. Ni Al-Watan, ni le matin n'ont repris la moindre information, ne serait-ce que pour informer les gens de revirement de position de Mohamed Boudiaf, qui avait dit blanc le 4 et qui disait noir le 16. Et moi j'étais étonné, mais j'ai compris, je me suis dit peut-être qu'il a subi l'influence de ses amis, peut-être qu'il a dans la tête une certaine revanche, parce qu'en 63 il avait été mis en tôle. Donc il s'est dit tiens, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure, je ne sais pas. Mais est-ce qu'à titre d'intervieweur, à l'époque, le 4 janvier 92, est-ce que vous aviez senti en l'homme, d'abord, est-ce que vous avez vu en lui quelqu'un qui suivait l'actualité algérienne, Non. qui était informé de la réalité algérienne, sociopolitique, Je lui ai socioculturelle? posé la question, je lui ai dit, il me dit ça fait 28 ans que je suis au Maroc, je ne suis plus rien de ce qui se passe en Algérie. Je lui ai fait remarquer que le journal Le Matin et le journal Al-Watan étaient en vente Au Maroc. au Maroc, parce que je les avais vus à la gare de Rabat, quand je suis sorti du train, avant D'aller à Kenitra. de Kenitra, je les ai vus dans un kiosque à journaux, Le Watan et Le Matin. Mais il ne les lisait pas du tout. Il n'était pas du tout informé, il était absorbé par le fonctionnement de Sa briqueterie. C'est tout. Et puis il s'occupait de sa famille, puis la politique pour lui, c'était terminé. Donc, en fait, pour l'intervieweur que vous étiez avec Boudiaf, en fait, la mémoire de Boudiaf était une mémoire lointaine. C'était une mémoire passée.
C'est-à-dire qui ne parlait que... Il m'a raconté, je lui dis, comment Oui. vous avez atterri au Maroc, là? Mhm. Comment vous êtes venu au Maroc? Il me dit, d'abord, je n'avais pas pensé à venir m'établir au Maroc, j'ai pensé à m'établir en Europe. Je crois qu'il m'avait cité la Suisse et la France, je ne me rappelle plus très très bien. Mais il n'a pas pu s'installer avec des papiers en bonne et due forme. Il s'est rappelé qu'il avait un ami qui était le ministre des Affaires étrangères de Hassan II et qu'il avait connu durant la lutte de libération nationale, donc avant 62. Et donc il l'a appelé. Est-ce que voilà, je suis là, je voudrais venir m'installer au Maroc, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elle le là-bas? Et donc, quand il a eu le feu vert du ministre des Affaires étrangères marocain, je me rappelle plus. Donc de l'État marocain, donc du Oui, royaume, ouais, donc du Marzen, de tout le monde. Tout ça. Parce que le ministre ne fait jamais quelque chose sans l'aval du roi. Bon. Donc, il est venu s'installer au Maroc, il s'est installé à Kenitra, il a ouvert une petite briqueterie qu'il a lancée, qu'il a réussi à faire prospérer, donc lui donner à manger, lui a permis d'avoir une belle maison, d'élever ses enfants, etc. Il était très, très heureux au Maroc. Et puis arrive cette funeste année 1992, où il est tombé dans un véritable traquenard. Il arrive le 16 janvier et il est assassiné quelques mois après à Annaba. Le 29 juin 92. En direct. Alors, en résumé, de quoi vous avez parlé, parce que nous n'avons pas entre les mains maintenant l'entretien de 92, qui était déjà à cette époque-là passé inaperçu, n'est-ce pas? Ça a été repris par Le Monde. Quelques extraits. Ah. Quelques extraits. Je suis parti à l'université de Montréal, j'ai consulté les microfiches. Oui. Et je suis tombé sur l'article du journaliste, du correspondant du Monde à Alger. Alger, à cette époque, 1992. Il avait repris les extraits les plus significatifs. C'était le seul journal. Un journal étranger. Pas un journal algérien. Pas un journal algérien. Pas des journalistes qui sont censés faire leur travail, d'informer, qui ont passé sous silence, qui ont sucré une information qui aurait pu intéresser beaucoup de monde. Parce que le jeudi Et elle est devenue juste quelques jours après. Ah oui. L'information en soi, elle est devenue. C'est-à-dire, Boudiaf à titre de personnage, de personnalité politique et de personnage même historique. Les journalistes qui avaient écrit contre Boudiaf en 63, dans El Moudjahid, ont applaudi l'arrivée de Boudiaf en 1992. Un trait de caractère des Algériens qui retournent leur chemise et leur casaque quand ça les arrange. Ils ne sont pas constants, ils ne sont pas conséquents. Donc ça m'a un peu... Alors, c'est Mustapha, comme la période donc de l'entretien et celle de l'arrivée de Boudiaf à la tête du HCE c'était l'affaire de quelques 11 à 12 jours. 4, 16, 12. Exactement. 12. Donc, Mustapha Chilfi, qui avait rencontré Boudiaf au Maroc, il est rentré avec un entretien qu'il publie, l'entretien sort le 16. Le jour même sur et paradoxalement, il sort avec un contenu qui complètement contredisait la nouvelle stratégie de Boudiaf. Oui. C'est-à-dire, si Boudiaf était quelqu'un de type parti communiste de l'ex-Union soviétique ou de parti communiste chinois ou même du FLN ou de je ne sais quoi, il aurait sûrement cherché après Mustapha Chilfi et lui demandé d'annuler complètement la parution. N'est-ce pas? Alors, comment vous avez lu l'entretien, mais à travers ce qui s'est passé juste après? Moi, j'ai C'est-à-dire étonné par le fait que Boudiaf arrive. Je ne suis pas étonné. Bon, pour moi, c'était un personnage historique et puis un homme providentiel. Pour l'armée, ils ont trouvé quelqu'un. Un sauveur. Un sauveur qu'ils ont présenté au peuple. Et voilà, un monsieur qui est propre, n'a rien à lui reprocher, ni corruption, ni violence, ni rien. Qui détonnait dans le personnel politique. Justement, il détonnait trop. Et dès qu'il s'installe, il commence à vouloir jouer le rôle de président pour lequel il a été appelé. Mais ce n'était pas ça. Eux, ils l'avaient appelé pour inaugurer les chrysanthèmes, pas plus. Et voilà qu'il se mêle. Peut-être pour remplir un vide. Voilà, et puis voilà qu'il se mêle. Il commence à fouiller dans les dossiers, dans les tiroirs, etc. Et ça n'a pas été apprécié. Donc je pense, je ne suis pas très très sûr, mais je pense que bon, c'est en ne remplissant pas son rôle de pot de fleurs qu'il a commencé à signer son arrêt de mort.
Et vous n'avez pas essayé de le revoir après pour pouvoir peut-être... Je n'étais pas intéressé parce que, bon, que lui dire, est-ce que je suis dans la position de celui qui peut demander des comptes à un président quand même? Non. Et Pas puis, des comptes, mais du moins non, j'ai pas essayé du tout. poser d'autres questions. J'ai pas essayé du tout. Par contre, il y a une anecdote qui me revient. En juin 92, quelques jours avant qu'il ne soit assassiné, j'étais avec Jean-Paul Marie, le journaliste du Nouvel Observateur, et puis il me dit, bon, je pars demain. Je lui dis, attends Jean-Paul, pourquoi tu te presses comme ça? Attends encore quelques jours, il va se passer des Événements. Il va se passer des événements. Et puis tout d'un coup, le C'est-à-dire, 29, à quoi vous pensiez là, à l'époque? rien. Wallah, il a Peut-être rien que vous vouliez que votre ami du Nouvel Observateur, vous vouliez qu'il reste encore un peu plus, Non, parce que peut-être. non, moi je suis très très sensitif. Hein. Vous aviez le flair. Je ne dirais pas le flair, je suis très sensitif. Je sens les choses quand elles se passent, quand elles ne se passent pas. Et donc je lui dis comme ça, moi je pensais à rien. Nous étions à l'hôtel Saint-Georges. Puis il me dit, écoute Mustapha, moi demain je me casse, je rentre sur Paris. Je dis, mais attends Jean-Paul, attends quelques jours encore. Il va se passer des choses. Et puis quelques jours après... Il n'est pas rentré sur Paris? Non, non. Il est resté? Il est resté. Il est resté. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il m'a écouté. Les circonstances, le mouvement, les choses. Bah, en tous les cas, il est resté. Et puis quelques jours après, paf, il y a Beauvais qui se fait assassiner. Aïe, je me dis, mon Dieu, là, c'est pas possible. Qui vais-je, comment? Puis on était complètement estomaqués. C'est-à-dire que l'histoire accélérait. C'était une accélération inimaginable. 92, il rentre. 91, le fils gagne. 92, le 16 janvier, il rentre. Le 29 juin, il se fait assassiner. Et vous avez oublié quand le 11 janvier, Oui. un putsch contre le président Oui, de la oui. République, en Contre- l'occurrence Chadli Benjdid, Chadli Benjdid, mais là, déposé. Oui, déposé. D'ailleurs, Jean-Paul Marie, qui était là-bas, toujours Jean-Paul Marie, qui était le grand journaliste du Nouvel Observateur, était là-bas, et puis il a écrit un coup d'État sur canapé. Ah, Oui, parce qu'il a été reçu, Chadli a été reçu, ou bien le contraire, je ne sais pas, par Ben Habirez. Il était assis face à face, sur un canapé, et puis... c'est-à-dire un coup d'État qui se justifiait par son anticonstitutionnalité. Faire appel à Socrate, Et du Conseil constitutionnel. en l'occurrence Abdelmalek Ben Habires. C'était surréaliste. C'était surréaliste. Moi, je me rappelle de la scène, je me dis, mon Dieu. Mais ces militaires, ils n'ont même pas de coffre. Ils veulent toujours se dissimuler. Ils ne veulent jamais avancer à visage découvert. Le seul qui l'ait fait, c'était Boumediene, mais en 65, et non pas en 62. Il a lui aussi, il a mis qu'auparavant, hein, Ahmed Ben Bella. Donc, les militaires ont toujours cette tendance à vouloir s'abriter derrière un civil, alors qu'il aurait été beaucoup plus naturel, surtout plus clair pour l'opinion publique. Comme dans les expériences latino-américaines ou asiatiques ou africaines. On assume. Allez, ils n'ont rien à foutre de ces civils. Nous pouvons guider l'Algérie. Parce que nous avons les moyens de le faire et nous avons les baïonnettes pour le faire. Sauf comme que disait Napoléon, Attention. tout faire avec les baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Exactement. Voilà. Phrase chère à Farhat Abbas dans l'indépendance confisquée. Ah, je ne le savais pas. Dans l'indépendance confisquée. En parlant dans son chapitre 2 dictateurs en compétition, Ben Bella et Boumediene, il conclut D'ailleurs, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire avec vos baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Dixit voilà. Napoléon. Exact, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai repris cette fois-ci, j'ai repris la citation de Farhat Abbas dans Autopsie d'une guerre. L'Algérie est un pays qui n'a pas de chance. Ses enfants se jalousent, manquent d'esprit de discipline et de sacrifice. Ils se plaisent dans l'intrigue. Ils oublient l'essentiel pour le futur, etc., etc. C'est une citation qui ne m'a pas eu à propos, même en Très actuelle. 2012, très très actuelle. Elle n'a pas perdu une once de sa véracité. Exactement. Donc, Mustapha Chilfi, qui vit dans la tourmente, comme tous les Algériens de l'époque, accélération des événements, aggravation de la situation, enlisement, dérapage, vide politique, assassinat politique. L'assassinat de Boudiaf, est-ce que ça n'a pas réveillé en le journaliste
toute l'histoire de l'assassinat politique en Algérie. Parce que l'Algérie a des traditions De violence. et d'assassinat politique. Oui, bien sûr. Parce que la violence peut être, analysée d'un point de vue purement social, anthropologique, ou culturel, religieux, etc. Mais dans le sens politique du terme, l'assassinat de Boudiaf est un assassinat qui s'inscrit dans le sillage des assassinats politiques depuis la guerre de libération. Ben oui, Abban Ramdan, Abban Ramdan présenté dans le journal Moudjahid comme ayant été Tombé au champ d'honneur, n'est-ce pas? champ d'honneur. Quelques mois plus tard. C'est-à-dire de 57, l'information n'est tombée sur le Moudjahid, l'édition de Moudjahid, qu'en mai 58. Oui, alors que la Béat en 56. Il a été en 57. En 57, pardon. De décembre 57 Oui. jusqu'à mai 58 pour que l'information tombe. Ensuite, Karim Belkacem. Bien plus tard, vous avez Khider, vous avez... Mais concernant Karim Belkacem, ça, là, c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'il était monté au maquis en 47 avec Ouamran. Exactement. Il est monté au maquis 7 ans avant tout le monde. Et puis, des gens qui étaient planqués à la frontière marocaine, Boumediene, qui envoient ses sbires, ses séides, le kidnapper, le faire entrer au Maroc et l'assassiner. Terrible. Vous parlez de qui? Je parle De Abban. De Abban. Pendant, Karim a été tué en Allemagne. En Allemagne. Il a été Oui, étranglé avec sa cravate. Sa propre cravate. Ahmed Khider, La même chose. etc. Et puis, les assassinats dont on soupçonne qu'ils ont été fomentés par une tête pensante. Le Daghri, par exemple, ça n'a jamais été clair. On a dit c'est noyé dans sa baignoire. Et d'autres ont dit à l'époque qu'il s'est suicidé avec 2 balles. Oui, bon, en tous les cas, c'est une tradition, c'est vrai, c'est une tradition. On se débarrasse de ses adversaires